Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Merci à vous de nous rejoindre. Nous sommes toujours en compagnie de Makanera Ibrahima Sori, juriste, Jean-Jacques Arthur, Malou Malou, journaliste, Jean-Marie Bitomo, éditorialiste. Tout de suite, notre Zoom Société consacré aujourd'hui à la classe moyenne sur le continent africain. Il serait 350 millions, soit 34% de la population africaine, à appartenir à la classe moyenne, un nombre avancé par plusieurs institutions, dont la Banque africaine de développement, mais des chiffres qui font toutefois débat. Les données sont très divergentes et quand on les regarde d'un peu plus près, elles révèlent une classe moyenne embryonnaire, mais dont la tendance quand même est à la hausse. Adidatou Badawi. D'ici 2030, 100 millions de personnes en Afrique subsaharienne feront partie de la classe moyenne, d'après le rapport d'une étude de la Société financière internationale publié en fin mars 2018. Le dit rapport, qui s'intitule « Construire l'avenir de l'Afrique », renseigne que le dynamisme des secteurs du transport et des TIC contribueront considérablement à la croissance économique. Au cours des 2 dernières décennies, l'économie africaine a quintuplé, passant ainsi de 300 milliards de dollars en 2000 à 1600 milliards de dollars en 2017 et pourrait même dépasser le cap de 2000 milliards de dollars d'ici 2 ans. L'Afrique va beaucoup bouger et les facteurs qui vont déterminer les changements sont multiples. Un, c'est le fait que le cycle occidental du développement est en ralentissement. 2, la croissance démographique en Afrique est en train de monter très fortement. On est en train de passer à une urbanisation assez rapide. Les dépenses des ménages pourraient augmenter de 5% par an en Afrique subsaharienne contre un taux de 3,8% dans tous les autres pays du continent. Selon les économistes africains, l'amélioration de la conjoncture économique internationale et la hausse des prix de plusieurs matières premières à l'échelle mondiale ont permis à l'Afrique de se situer à un taux de croissance moyen. Ainsi, cette embellie sera favorable pour plusieurs secteurs de l'économie. L'agriculture, pour commencer, c'est de toute évidence pour nourrir non seulement l'Afrique mais également le monde. Également l'industrie, parce que les énergies sont en train de se développer sur le continent et donc l'industrialisation va de manière définitive venir. Et aujourd'hui, tous les pays africains parlent de ce qu'on appelle la diversification sectorielle mais également géographique. De manière globale, les perspectives de croissance économique en Afrique sont positives et devraient atteindre 2,2% en 2018 et 3,6% en 2020 selon la Société financière internationale. Alors depuis 2011, une étude de la Banque africaine de développement estimait qu'un Africain appartenait à la classe moyenne quand son revenu quotidien se situe entre 2,2 et 20 dollars par jour. N'est-ce pas là une fourchette quand même un peu trop large qui pourrait recouvrir de nombreuses situations, de nombreuses réalités, Monsieur Malou Malou? Bien évidemment, il y a toute une palette de choses qu'on peut dire à propos de la classe moyenne, qui est d'ailleurs une notion un peu floue. En gros, c'est pas très pauvre, pas très riche. Donc c'est le beau milieu. Mais quelqu'un de la classe moyenne peut épargner. Et donc, il a une vie à peu près décente, on va dire. Et il peut, en effet, faire face à tous ses besoins et arriver à épargner. Et cette épargne-là peut, en effet, être injectée dans le système économique pour faire en sorte que ça finance certains projets d'investissement. Mais le problème qu'il faut souligner ici, c'est que c'est une situation qui est fragile. Parce que du jour au lendemain, on peut basculer dans la pauvreté si en effet les conditions sont telles que l'économie dépend des aléas extérieurs. Par exemple, il y a des pays africains dont l'économie est assise sur les exportations de pétrole. Il suffit qu'il y ait des contre-coups justement des marchés liés à la chute des cours, et donc les économies de ces pays-là qui sont dépendantes du pétrole accusent le coup.
Et c'est ce qui se passe en général. Et donc, c'est bien de se réjouir du fait que bon, la classe moyenne en Afrique prend de l'ampleur, mais il faut souligner aussi le fait que c'est vulnérable. Alors justement, c'est précisément la question que j'allais poser, l'émergence d'une classe moyenne, mais elle repose quand même sur des équilibres très fragiles, Jean-Marie Bitomo. Tout à fait. Pourquoi est-ce que ça repose, si vous voulez, notre classe moyenne naissante en Afrique repose sur des équilibres très fragiles, tout simplement. Pourquoi? Parce que les États ne construisent pas, comment dirais-je, la charpente, l'ossature économique pour que cette classe moyenne-là puisse générer suffisamment d'épargne pour financer l'économie en tant que telle. Il est beau de dire que, bon, vous voyez la classe moyenne, moi je l'ai dit souvent sur ce plateau, à savoir que les indicateurs économiques qui sont donnés par la Banque mondiale, si vous voulez, ne sont pas les indicateurs économiques qui collent tout à fait à la réalité africaine en tant que telle. Ce sont des indicateurs qui tiennent compte des paramètres et des variables économiques qui sont des variables économiques des pays occidentaux. Et à partir de là, on oublie une dimension très très importante. Quand vous avez... Je veux revenir sur un fait qui est très très important. Nous avons vécu les printemps arabes. Lors des printemps arabes, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que les individus avaient faim. Quand on prend les modèles extérieurs, même si ça contribue à conditionner les Africains en tant que tels, y compris dans notre raisonnement, parce qu'on vient nous accoler, si vous voulez, des indicateurs économiques qui ne collent pas à la réalité africaine. Ce qui fait que cette fragilité-là fait en sorte que dès que vous avez une variation, une moindre variation, comme mon collègue vient de le dire tout à l'heure, une simple variation, c'est-à-dire des matières premières, il n'y a pas que le pétrole, toutes nos matières premières, la bauxite, l'or et tout ce qui s'ensuit, dès que vous avez des variations au niveau international, comme vous avez le cadre interne qui est un cadre qui est extrêmement fragile, vous n'avez pas une structuration qui permette à l'économie de résister au choc extérieur en tant que tel. Donc, qu'est-ce qui se passe là-dessus? Il se passe tout simplement qu'on peut basculer, comme il le disait tout à l'heure, du jour au lendemain, c'est-à-dire, bon, on a un revenu, et du jour au lendemain, on bascule vers la pauvreté. Tout simplement pourquoi? Parce que l'État ne construit pas les solidarités nécessaires pour pouvoir, comment dirais-je, supporter les efforts de cette classe moyenne-là en tant que telle. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se fie à ce qui se passe à l'extérieur. On attend qu'à l'extérieur, les variations, nous ne faisons que les subir en tant que telles. Au lieu de construire, si vous voulez, des modèles africains qui sont suffisamment robustes pour pouvoir faire face à ces variations-là du marché international des matières premières en tant que telles. Donc, pour moi, 350 millions de personnes. L'Afrique, bientôt, si vous voulez, va compter plus d'1 milliard de personnes. Donc, là-dessus, il y a encore une marge. Compte déjà plus d'1 milliard de personnes. Plus d'1 milliard de personnes. Oui, Makanera Ibrahima Sori. Alors, moi, la classe moyenne, cette question doit être quand même relativisée. Classe moyenne, l'Afrique, comme vous connaissez, la variété économique de l'Afrique. Oui, il y a des pays qui s'en sortent à peu près bien. Absolument. Et d'autres qui sont dans la misère totale. Bon, globalisons tout. Mais le cas de l'Afrique, la classe moyenne africaine a quand même une spécificité. Je pense qu'il y a, en tout cas à mon avis, une classe moyenne progressiste dont les revenus sont fondés sur le travail, le commerce, services, l'entrepreneuriat et autres. Tout à fait. Et la classe moyenne prédatrice qui est là pour piller tout ce que l'État collecte comme ressources internes. Alors, si un pays est assis sur une telle classe moyenne, vous allez attendre longtemps pour voir le développement de ces pays. Parce que il y a ces individus, cette classe moyenne prédatrice ne réalise que peu de choses dans son propre pays. Tout est amené à l'extérieur. C'est pourquoi tant que l'Afrique ne connaîtra pas une classe moyenne, en tout cas majoritairement émanant du secteur privé, nous allons attendre très longtemps parce qu'on prend là où il ne faut pas pour l'envoyer là où il ne faut pas. Quand vous voyez aujourd'hui tous les cadres guinéens, parce que c'est mon pays, je connais très bien, il est rare de trouver un ministre, un haut cadre guinéen qui n'a pas toute sa famille à l'extérieur. Comment alors, est-ce que M. Makanera, est-ce que 1200 € peut entretenir toute une famille en France? Alors, M. Makanera, Ibrahima Sori, est-ce que ça ne serait pas aussi parce que les politiques actuelles en Afrique ne sont pas aussi adaptées pour profiter pleinement des opportunités qu'offre aujourd'hui l'émergence de cette classe moyenne? Ce n'est pas un problème de politique, ce n'est pas un problème de compétence, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de politique, c'est parce qu'on ne veut pas en mettre. Vous savez, madame, une politique de développement est privative. Une politique de développement veut dire aussi que les caisses soient fermées,
qu'on ne pille pas par-ci, par-là. Mais cela n'arrange pas nos dirigeants. C'est là le problème. Alors, M. Malou, est-ce que cette classe moyenne ne profite pas avant tout aux grands groupes étrangers qui, peut-être, eux, savent mieux saisir les opportunités qu'offre cette classe moyenne? Pas nécessairement, parce que dans cette classe moyenne, il y a des jeunes généralement très bien formés, dans de très bonnes écoles, dans de très bonnes universités, et qui peuvent justement apporter leurs compétences et les mettre au service du développement de leur pays. Ça nécessite d'être souligné. Et donc, les grands groupes qui vont s'installer dans ces pays-là, en termes de consommation, bien évidemment, ont recours à cette main-d'œuvre hautement qualifiée pour engranger des bénéfices. Alors, je parlais ne serait-ce qu'au niveau de la consommation, parce que c'est une classe qui demande aussi, voilà, qui consomme finalement. Oui, donc, est-ce que, voilà, c'est de ça dont je voulais parler. Un petit peu, d'une certaine manière. Ce sont des gens plutôt qui vont dans les supermarchés, plutôt que d'aller faire leurs courses au marché, comme le font beaucoup d'Africains. Ils poussent leur caddie, comme tout le monde, ils vont au cinéma, ils vont au restaurant, et donc forcément, ils dépensent et ils ont un certain pouvoir d'achat, ce qui permet en effet de faire tourner l'économie. Mais un dernier mot, Jean-Marie Bitomo, et on raccroche. Zara, comme le disait tout à l'heure M. Nakourima, comment dirais-je, c'est un pouvoir d'achat qui est bridé tout simplement. Pourquoi? Parce que ce pouvoir d'achat-là, la plupart du temps, dans la plupart des États africains, provient des détournements qui sont faits au détriment des populations en tant que telles. C'est pour ça la fragilité dont vous parlez là tout à l'heure, Zara, c'est une fragilité qui est affirmée tout simplement. Pourquoi? Parce que ça ne repose sur rien de concret en tant que tel. Quand vous avez ces détournements-là qui sont effectués, au lieu que ça rentre dans l'entrepreneuriat en tant que tel, on va construire des immeubles. Un immeuble produit quoi? Produit rien du tout, alors que l'Afrique a besoin des entrepreneurs qui sont capables de pouvoir créer des entreprises pour essayer de résorber le chômage que notre continent connaît, tout simplement. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Monsieur Jean-Jacques Arthur Malou, je rappelle que vous êtes journaliste. Monsieur Makanera Ibrahima Sori, journaliste. Jean-Marie Bitomo, un grand merci à vous également. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve lundi. Très bonne soirée.